Alors bonjour à tout le monde. Euh, Merci d'être là. Donc on est là pour à peu près 40-45 minutes. Il faut qu'on arrête vers 13h20. Euh, donc moi je suis Arnaud et puis je suis avec Loïc. On va se présenter un petit peu plus au fur et à mesure. Il y avait beaucoup d'inscrits pour le webinaire. Donc on est essentiellement il y a beaucoup de gérants d'entreprise et puis certaines personnes plus institutionnelles. Alors l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de parler d'organisation d'entreprise et de vraiment mettre à mal l'idée reçue qui fait on pense souvent que les énergies intermittentes ne peuvent pas alimenter l'économie. Euh, donc les expériences qu'on a eues mutuellement montrent qu'en fait non, les énergies intermittentes peuvent alimenter l'économie si les entreprises sont organisées pour pouvoir gérer cette intermittence. Voilà, donc il n'y a pas de il y a pas vraiment de bon argument pour dire que c'est pas possible. Et d'ailleurs, dans les énergies intermittentes, il y a le soleil, il y a l'éolien, il y a tout ça. Mais on commence à voir depuis quelques années, mais plus ça va et plus c'est fort, il commence à y avoir un accès intermittent aux énergies continues. Donc on le voit cet hiver avec les coupures d'électricité. Donc c'est soit une intermittence qui est liée à des pénuries, comme sur le gaz ou sur l'électricité dans certains pays, et on a failli l'avoir aussi en France, soit une intermittence qui est liée à la hausse des prix. Et par exemple, le secteur de la boulangerie, c'est un très bon exemple pour ça, mais il y en a d'autres où le prix devient tellement élevé qu'en fait l'entreprise n'est plus viable et n'est plus rentable et donc doit fermer. Et donc c'est bien un défaut d'accès à l'énergie. Donc en fait, la capacité de s'organiser autour d'une énergie intermittente, elle est viable pour les entreprises qui fonctionnent aux énergies renouvelables, et c'est pour ça que c'est intéressant, mais elle devient aussi indispensable pour les autres d'intégrer ça. Et donc c'est une voie super intéressante pour pouvoir aller progressivement vers la décarbonation des entreprises. Alors, alors, faut que je puisse changer de page. Pardon. Tac. Alors, pour expliquer ça, je suis obligé de faire un petit peu d'histoire et de parler de néolocaux parce que c'est vraiment en faisant ce projet de boulangerie solaire qu'il a fallu mettre au point cette organisation d'entreprise. Et, euh, donc néolocaux, c'est une boulangerie solaire et une activité de torréfaction qui utilise un four solaire Lightfire. Donc voilà, je vais présenter un petit peu l'entreprise pour donner un premier exemple de ce que ça veut dire que de travailler avec une énergie intermittente. Et en fait, nous, ce qu'on pense, c'est que la manière dont on travaille sur la boulangerie solaire, en fait, c'est possible de travailler de la même manière dans plein de secteurs économiques, donc soit d'autres secteurs de l'artisanat, et voire même à d'autres échelles, donc c'est-à-dire même, pourquoi pas, à des échelles semi-industrielles, voire industrielles, pour intégrer dans l'organisation d'entreprise elle-même cette capacité de travailler avec une énergie intermittente. Après, évidemment, une fois qu'on est organisé, il faut des outils efficaces. Nous, à Néoloco, on utilise un four Lightfire, mais d'autres entreprises utiliseraient d'autres technologies les plus pertinentes pour elles. Et donc, à Néoloco, on est soit une entreprise artisanale qui fait de la recherche, soit une entreprise, on peut être vu aussi comme un petit laboratoire en milieu réel, qui fait de l'artisanat. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a testé des savoir-faire et des modèles économiques qui permettent d'utiliser des technologies sobres, mais que ce soit viable économiquement, en fait, dans le vrai tissu économique d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est des réflexions qui remontent à loin. Alors moi, quand j'étais étudiant ingénieur, je pensais qu'un ingénieur, ça devait être quelqu'un qui est capable de voir des problèmes dans la société et d'y apporter des solutions techniques s'il y a besoin. Et donc j'avais choisi la voie de l'énergie parce que en fait, c'était clair à cette époque-là déjà que l'énergie, ça va être l'enjeu majeur des décennies à venir. Sauf que quand je suis arrivé en école d'ingénieur, j'ai compris en fait que c'était ma vision d'ingénieur à moi, mais que la grande majorité des ingénieurs étaient destinés à intégrer des grandes entreprises qui, de mon point de vue, allaient plus contribuer au problème qu'à essayer de le résoudre. Et donc, on a monté un projet, un voyage d'études sur l'énergie qui s'appelle Les Vagabonds de l'énergie. Et pendant un an, on est allé voir une vingtaine de pays, aller rencontrer plein de projets énergétiques. Et là, je vous ai mis sur la gauche quelques photos. Et en fait, dans ce voyage, il y a eu deux grands apprentissages pour moi. Le premier, c'est que ce voyage d'études sur l'énergie m'a appris qu'en fait, l'énergie, c'était plus un enjeu social que technique. Voilà. Et donc, vous voyez et ça amène tout droit vers Télène, en fait.
Et donc, vous voyez par exemple que sur les photos, on est allé à l'époque sur le Nord Stream 1 ou les mines de charbon dans le Donbass en Ukraine. C'est parce que ça, c'est des points chauds qui étaient déjà identifiés énergétiquement à cette époque-là. Et puis les autres images, vous voyez une usine de mâts d'éolien en Turquie ou de géothermie en Turquie aussi. C'est simplement pour montrer qu'en fait, il n'y a pas d'énergie sans impact. Peu importe la technologie que vous utilisez, que ce soit l'éolien, la géothermie, il y a des vrais impacts sur l'environnement. Euh, voilà, le four solaire qu'on utilise aussi, c'est-à-dire que c'est pas neutre de le fabriquer, forcément, il y a toujours un impact. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne énergie pour la société du gaspillage. Ça veut dire que peu importe la manière dont on va produire son énergie, l'énergie qu'on va utiliser, il y aura toujours un impact. Donc en fait, il faut vraiment utiliser l'énergie là où elle est nécessaire. Et ce qu'on essaye de conceptualiser dans la méthode TELED, c'est ça. Donc, pour résoudre le problème énergétique, il ne faut pas simplement s'intéresser à la question technique. Il faut aussi regarder le côté social. Et en fait, le côté social, c'est les croyances culturelles, les habitudes, euh, c'est les représentations sociales. Les représentations sociales, c'est important. Par exemple, il y a des pays où l'éolien, c'est bien accepté, comme l'Allemagne, le Danemark. Il y a des pays où c'est moins accepté, comme la France et puis d'autres pays. Il y a des pays où c'est possible de faire du nucléaire, il y a des pays où c'est pas possible de faire du nucléaire. Et en fait, ça n'a rien de scientifique. C'est-à-dire que si toutes ces décisions stratégiques énergétiques étaient faites d'un point de vue rationnel et scientifique, tous les pays feraient les mêmes choix parce que la science est la même partout. Et il suffit de voyager comme on l'a fait pour se rendre compte que c'est pas le cas. Donc, les choix énergétiques, c'est avant tout des choix sociaux et moins des choix techniques. Je donne un autre exemple. Si vous mettez 20 ingénieurs dans un laboratoire pour concevoir la voiture la plus performante au monde, électrique ou hydrogène, euh, les mieux payés au monde, en fait, vous serez jamais autant efficace que quelqu'un qui est capable de repenser une organisation sociale pour supprimer des besoins de transport. Voilà, donc ça, c'est quelques exemples qui sont un peu en dehors de notre domaine, mais qui montrent bien que le social est important là-dedans. Le deuxième apprentissage du voyage, c'est j'ai rencontré en Inde la belle équipe de SolarFire, qui conçoit les fours solaires qu'on utilise aujourd'hui à Neoloco. Voilà, donc ces deux choses-là étaient très importantes dans le parcours. Là, je vais montrer quelques images de l'activité de Neoloco, simplement pour que ceux qui ne connaissent pas puissent visualiser. Alors, il y a plusieurs activités dans Neoloco. Il y a la boulangerie, euh, et j'ai mis différentes images des différentes étapes pour bien montrer que euh, eh ben, organiser une boulangerie solaire, ce n'est pas simplement euh, changer le four, en fait. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repensé tous les savoir-faire de manière à se donner un maximum de flexibilité pour avoir la capacité de cuire les pains quand l'énergie est disponible. Et donc, on a retravaillé toutes les étapes de la boulangerie, du pétrissage jusqu'à l'enfournement, de manière à ce que chaque étape nous offre le plus grande flexibilité possible. Et puis, on a retravaillé, par exemple, la distribution commerciale. C'est-à-dire qu'il faut, si on veut faire le maximum de solaire, ça peut être intéressant d'être en capacité et ben, de pas cuire tous les jours, mais de cuire quand il y a du soleil, par exemple. Et donc, par exemple, nous, tous les pains sont commandés en avance. Et si on avait envie, on pourrait cuire le lundi, le mardi, le jeudi, en fonction de la meilleure journée de soleil de la semaine. Et donc ça, c'est une organisation qui est très différente d'une boulangerie qui a une boutique qui est ouverte de 8h à 19h, etc. Et ça fait partie du modèle. Et c'est pour ça, en fait, ça fait vraiment partie de l'équilibre économique de Néoloco, de cuire au solaire, mais aussi d'avoir toute cette organisation derrière pour en tirer le meilleur parti en fait de ce gisement solaire qui est là. Voilà. Et donc le pain, c'est une chose. Après, à Néoloco, on a aussi une activité de torréfaction. Voilà, je vous mets simplement cette slide pour montrer qu'on a une gamme de produits qui est très variée, donc on peut faire beaucoup de choses. Je rappelle que tout ça, la majorité des étapes sont faites avec des énergies intermittentes. Donc sur les produits torréfiés, par exemple, c'est pas du tout anodin. On a une centaine de points de vente. Sur le pain, on est à peu près à 8 points de vente. Et maintenant, Néoloco, c'est une équipe qui se développe. On est 4 personnes, trois, trois équivalents temps plein. C'est sur la slide d'après. Voilà. Et puis, pareil, simplement pour montrer euh, que c'est une activité qui va bien. On a évidemment beaucoup de relais médiatiques. Euh, Ce qui est intéressant là-dedans, c'est simplement de se rendre compte qu'en fait, il y a un vrai savoir-faire qui est reconnu.
et que du coup, le fait de s'organiser et d'apprendre à s'organiser sur une énergie intermittente, ça génère des opportunités et ça génère des vrais savoir-faire qui sont reconnus. Du coup, on reçoit tous les mois des artisans aussi qui viennent découvrir l'activité. Et donc environ 150, j'estime à peu près 140 des personnes qui sont passées depuis le début dans l'objectif de répliquer ce qui a été fait ici pour la première fois en Europe, hein, parce que Solar Fire fait des choses en Afrique déjà. Euh, et puis il y en a une douzaine à peu près, plus ou moins, j'ai pas le compte exact, mais qui se sont installés en France à répliquer le modèle. C'est-à-dire qu'ils ont aussi pris toute l'organisation de l'activité qui leur donne le maximum de chances de pouvoir cuire quand l'énergie est disponible. Voilà. Et puis bon, voilà, c'est ça, c'est une slide. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu passer récemment. Il y a d'autres projets de production, pareil, qui fonctionnent sur l'énergie intermittente. Donc là, c'est du bois brûlé. Alors le bois brûlé, c'est une technique qui permet de traiter le bois de manière à ce qu'il puisse être extrêmement durable dans le terme longévité. C'est-à-dire qu'il y a plus besoin ensuite de mettre de l'azur, etc., pour que le bois se conserve sur plusieurs dizaines d'années. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on commence à réfléchir. On a envie de pouvoir intégrer ça, de faire un modèle économique autour de ça aussi. Euh, et voilà, c'est intéressant de se rendre compte qu'en fait, c'est pas travailler avec une énergie renouvelable, c'est pas limité à la boulangerie ou à la torréfaction. On peut faire des matériaux de construction avec ça aussi. Voilà. Alors, cette première partie, c'était simplement pour vous montrer qu'on parle d'un modèle d'organisation qui a été largement testé à Néoloco et qui a aussi été répliqué. Voilà. Euh, et donc, ce que ça nous amène à ça, c'est de se dire, mais alors, ce qu'on a pu faire sur la boulangerie, la torréfaction, et puis ce qu'on commence à réfléchir dans d'autres domaines comme les matériaux de construction, euh, dans quelle mesure est-ce que ça peut être réalisé dans d'autres secteurs de l'artisanat et à quelles échelles aussi on pourrait appliquer ça. Alors, je passe la slide. Voilà. Alors, tout ça, ça a été fait de manière un peu inconsciente dans la construction du projet Néoloco, mais maintenant que Néoloco a 4-5 ans d'existence, si vous voulez, on a fait un travail de rétro-ingénierie pour comprendre en fait les étapes par lesquelles on était passé et qui nous permettent de conceptualiser une méthode qu'on peut transmettre et qui permet de transformer une activité économique. Voilà, si avant d'entendre parler néolocaux, on venait vous voir en disant, on venait voir un boulanger par exemple, on lui disait, mais vas-y, essaye d'imaginer une activité de boulangerie qui fonctionnerait au solaire. La marche est super haute. Les gens ne savent pas comment s'y prendre en fait. C'est extrêmement difficile. Donc maintenant qu'on voit des photos, etc., ça paraît, on voit à quoi ressemble une boulangerie solaire. Et donc culturellement, si vous voulez, on a une représentation. Ça y est. Mais si vous allez voir aujourd'hui un menuisier et que vous lui demandez, mais alors, vas-y, explique, essaye de rendre ton activité compatible avec une énergie intermittente, c'est pareil, la marche est haute. Mais le fait d'avoir une méthode, vous allez voir, ça permet de diminuer énormément la hauteur de la marche. Voilà. Et alors, ça marche comme ça. Euh, on va diviser l'économie en deux catégories. On va pas parler d'agriculture, de services, d'industrie, etc., etc. On va parler de produits de conservation et de produits périssables. Et là, vous comprenez pourquoi chez Néoloco, on a beaucoup travaillé sur le pain et la torréfaction, parce que le pain, c'est un produit périssable et la torréfaction, c'est un produit de conservation. Le pain, même au levain, ça se conserve une semaine à 10 jours. Et donc, la clé, c'est de travailler les savoir-faire pour trouver la flexibilité. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, l'ingénieur, il doit se mettre dans le métier. C'est-à-dire qu'il doit vraiment re-questionner toutes les étapes et il doit acquérir les savoir-faire, en fait. Il faut sortir les ingénieurs des bureaux d'études pour y arriver dans les domaines des produits périssables. Les produits de conservation, c'est extrêmement différent. Et le potentiel est encore plus grand parce que les produits se conservent plus d'un an. Les graines torréfiées, ça se conserve plus d'un an. Une table, ça se conserve plus d'un an. Une chaise, ça se conserve plus d'un an. Un ordinateur, ça se conserve plus d'un an. Et donc, si vous voulez, vous pouvez vous permettre de produire quand l'énergie est disponible. Et plutôt que de mettre de la complexité dans les réseaux d'acheminement d'énergie avec des batteries ou je ne sais quoi, ou de stocker l'énergie dans des Tesla ou autres, on peut stocker l'énergie dans le produit fini. C'est-à-dire que nous, on fonctionne sur un stock. Dans nos graines torréfiées, il y a eu besoin d'énergie pour les produire. Alors, si on stocke les graines déjà torréfiées, on a de l'énergie contenue là-dedans. Voilà. Dans l'économie réelle, cette division, ça marche comme ça, c'est-à-dire que les produits périssables, c'est plus ou moins des produits alimentaires.
Les produits de conservation, c'est tout le reste. Donc les matériaux de construction, les chaises, les matériels informatiques, etc., etc. Et donc là, je vais vous montrer la méthode qui concerne, on va vous montrer avec Loïc essentiellement la méthode qui concerne les produits de conservation. Voilà. Donc ça, c'est ma dernière slide dans ce qui me concerne. Euh, la méthode, là, voilà. Donc, en fait, c'est extrêmement simple. Euh, je vais prendre l'exemple de la torréfaction. Si vous voulez, si vous êtes torréfacteur au gaz et que vous voulez devenir torréfacteur solaire, il va falloir changer l'organisation d'entreprise. Et les quatre grands principes qu'on a pu lister et qui sont vraiment, là, je pense que la méthode est vraiment complète, c'est celle-ci. Et je vais vous expliquer en parallèle parce que je sais qu'il y a beaucoup de menuisiers qui nous écoutent. On va prendre en parallèle l'exemple, par exemple, d'une menuiserie qui serait spécialisée dans la pose de cuisine pour simplifier et qui, elle, bah, utiliserait pas un four solaire, mais comme c'est du matériel électrique, peut-être des panneaux photovoltaïques. Voilà. Euh, donc la première chose, c'est de lister les tâches. Donc si vous prenez par exemple la torréfaction, et ben les tâches d'entreprise d'une entreprise de torréfaction, c'est sourcer les produits, commander les produits, les stocker. La torréfaction, une fois que les produits sont torréfiés, il faut faire de l'emballage, c'est extrêmement long l'emballage. Ensuite, il faut trouver les clients, il faut livrer, il faut communiquer, il y a la comptabilité. Voilà, donc il y a toutes ces tâches-là. Euh, ensuite, là-dedans, vous identifiez les tâches énergivores. Donc dans la torréfaction, les tâches énergivores, c'est la torréfaction. Mais les tâches énergivores dans l'activité de torréfaction, donc la torréfaction, ça représente que 15% du temps de travail. Vous voyez, l'emballage, par exemple, c'est 40%. Et ça, c'est pas énergivore, l'emballage. Et donc, le problème, vous voyez que la marge qui semblait super haute tout à l'heure, le problème devient juste, on peut aller voir le torréfacteur à gaz et lui dire, en fait, est-ce que tu es en capacité de prioriser 15% de tes tâches quand il fait beau? La réponse, elle est oui, même en Normandie, parce il fait beau plus que 15% du temps. Du coup, le problème est complètement transformé. Je vais prendre l'exemple de la menuiserie que j'ai commencé. Si vous voulez faire une cuisine, faut communiquer, démarcher, trouver des clients. Ensuite, il faut concevoir les cuisines. Ensuite, quand vous avez conçu les cuisines, que c'est validé avec le client, il faut aller chercher le bois à la menuiserie, au vendeur de bois. Il faut, euh, il faut découper, raboter, percer, poncer. Ensuite, il faut traiter le bois, il faut l'azurer. Après, vous livrez et vous montez ça chez le client avec une perceuse à batterie. Et puis voilà, il y a peut-être des retouches à aller faire, etc. Là-dedans, il y a beaucoup de tâches. Il y a la comptabilité aussi, forcément. Là-dedans, il y a beaucoup de tâches. Mais les tâches énergivores, c'est découpage, perçage, rabotage. C'est globalement ça, parce que le montage chez le client, c'est à batterie. On sait stocker, l'énergie est stockée dans la batterie, donc il n'y a pas de problème d'intermittence. Voilà. Et donc, ça revient plus ou moins au même. Est-ce qu'on est en capacité de faire ces tâches, de choisir de faire ces tâches les jours où l'énergie est disponible? Voilà. Donc, la question, elle devient quand même un petit peu plus simple. Voilà, donc une fois qu'on a trouvé les tâches énergivores, on vient les prioriser quand l'énergie est disponible. Et ensuite, ce que ça change, c'est un changement assez fondamental, c'est qu'on gère plus l'entreprise par le flux tendu, c'est-à-dire qu'on va pas aller produire quand on a vendu, on gère l'entreprise par le stock. Donc dans la torréfaction, j'ai dit tout à l'heure, l'énergie elle est stockée dans le produit final et donc on a un stock. Quand on vend des produits chez Néoloco, on puise dans un stock et on a 3-4 mois d'avance en fait. Donc on n'est jamais en attente d'énergie, on n'a jamais de problème d'intermittence d'énergie en fait, parce qu'on a toujours du stock. Et quand un stock sur un produit commence à baisser un peu trop vite, en fait, on priorise cette production-là sur les prochains jours de soleil qui passent. Et le stock est dimensionné pour que ça pose pas de problème. Sur une entreprise comme la menuiserie, par exemple, ça voudrait dire peut-être qu'il faut regrouper 2-3 chantiers. Voilà. Et je peux vous parler, par exemple, du textile, qui est complètement un autre domaine et qui serait plutôt dans le secteur industriel. L'énergie dans le textile, c'est pas la machine à coudre, c'est le fixer les pigments. En fait, les couleurs sur nos vêtements, si vous voulez, les tissus sont posés sur des tables chauffantes qui sont chauffées à la vapeur. Et ça sert à fixer les couleurs, en fait. Et donc ça consomme de l'énergie. La plupart des industries textiles qui font ça sont situées au Bangladesh ou en Inde ou dans des pays en développement, mais c'est essentiellement là-bas, où il y a 300 jours de soleil par an. Donc là, par exemple, l'industrie textile, ce serait une industrie qui serait extrêmement facile à switcher sur les énergies renouvelables. Et il n'y a aucun argument pour dire que c'est pas possible. À partir du moment où on a découvert en fait qu'il y avait des organisations possibles pour ça. Euh,
souvent, on a la question dans le monde du service, parce que cette présentation, on commence à la faire auprès de pas mal d'acteurs, et ça génère toujours des discussions super intéressantes. Dans le monde du service, par exemple, maintenant, les services, c'est essentiellement des serveurs informatiques. Et en fait, les serveurs informatiques, euh, on a découvert que finalement, par exemple, une entreprise comme Neoloco, qui a un site de vente en ligne, je vous invite à y aller d'ailleurs si vous voulez, euh, on s'en fout que ce soit pas disponible 365 jours par an pour vendre des graines torréfiées. S'il y a 4 jours par an, 5 jours par an, 10 jours par an, le site n'est pas disponible parce que il n'y a pas assez d'énergie qui arrive sur le réseau parce qu'on est en hiver, qu'il n'y a pas de soleil et qu'il n'y a pas de vent et j'en sais rien. En fait, c'est pas grave. Il y a des solutions pour ça. Il y a des gens, on vous invite à visiter, les gens qui s'intéresseraient à cette solution-là, et visiter le site du Low-Tech Magazine pour un serveur qui fonctionne sur panneaux solaires et batteries. En fait, sur le site internet, il y a une jauge qui permet de dire combien de jours le service sera encore disponible s'il ne se met pas à faire beau. Et donc tout ça, il y a des choses à inventer. Voilà, donc la méthode TELED qu'on propose, en fait, elle peut vraiment s'appliquer à plein de secteurs d'activité. Voilà. Et donc moi, là, je vous ai raconté un petit peu l'histoire de comment est-ce qu'on en est arrivé à conceptualiser, à se rendre compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire là-dedans. Et maintenant, je vais passer la parole à Loïc, qui lui est vraiment consultant industriel et qui accompagne aussi beaucoup de PME, parce que c'est vraiment son cœur de métier d'accompagner des professionnels, quoi. Voilà. Alors, je vais essayer de faire une synthèse. Avec Arnaud, on se connaît depuis 18 ans parce qu'on a fait une partie de nos études ensemble, mais j'ai un parcours très industriel, donc différent du sien, et en particulier dans les organisations et méthodes industrielles. Je vais reprendre certains points là qu'on a, par un travail de synthèse, théorisé différemment et mis en musique via des outils industriels. Déjà, on a identifié trois principes sur lesquels repose TELED. Le premier, c'est d'intégrer l'énergie comme facteur clé dans l'organisation du travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en particulier dans l'industrie, tout simplement parce que les milieux économiques, les environnements économiques qu'on connaît, et en particulier les milieux productifs qu'on connaît, se sont construits sur des énergies disponibles en permanence et transportables en plus, les énergies fossiles. Et donc, on n'a pas intégré ça dans nos facteurs d'organisation du travail. Donc aujourd'hui, quand on pose la question, est-ce qu'on peut alimenter l'économie avec des énergies discontinues ou intermittentes? La réponse est non, en l'état, puisqu'on ne s'est pas organisé pour. En revanche, en intégrant ce facteur-là dans l'organisation du travail, on est tout à fait capable de repenser l'économie dans ce sens et les modèles productifs. Le deuxième grand principe, c'est de pousser le flux de production lorsque l'énergie est disponible et moins chère. Donc c'est lié au premier principe, évidemment, puisqu'on intègre l'énergie comme facteur clé dans l'organisation, eh ben on s'arrange pour prioriser les tâches énergivores lorsque l'énergie est disponible et moins chère. Troisième principe, Arnaud l'a évoqué, je ne vais pas revenir beaucoup dessus, c'est de stocker l'énergie dans le produit. Plutôt que de chercher à stocker de l'énergie, on va chercher à stocker un produit. Alors, quand on parle de stocker un produit, c'est pas forcément un produit fini, ça peut être un produit, un en-cours, on appelle ça dans l'industrie, donc un produit en cours de fabrication. Mais si je prends l'exemple d'un produit qui a besoin d'une opération de chauffe à un moment donné, mais pour autant, après la chauffe, le produit n'est pas terminé, il reste encore des opérations derrière. Et ben, si on intègre la disponibilité de l'énergie à l'origine de cette chauffe dans l'organisation, on va s'arranger pour créer un petit stock tampon avant cette opération et un petit stock tampon après cette opération. C'est-à-dire que quand l'énergie n'est pas disponible ou trop chère pour faire cette chauffe, eh ben, on produit quand même les opérations qui sont en amont. Et on se retrouve avec des produits non finis qui sont en attente de cette opération de chauffe. Et puis, quand l'énergie est disponible, là, on va produire beaucoup plus sur cette opération de chauffe et on se retrouve à créer du stock tampon après l'opération de chauffe. Alors les opérations qui sont en aval vont pas être capables de suivre le rythme, mais c'est pas grave puisque quand l'énergie va s'arrêter, eh ben, elles vont pouvoir continuer, elles, de fonctionner. Et pour autant, on aura stoppé le four, s'il s'agit d'un four, par exemple. Alors, comment on a appliqué des méthodes industrielles? On n'a pas réinventé la roue. En fait, on a pris des outils qui sont déjà utilisés dans l'industrie pour organiser des flux de production. En particulier, là, c'est l'analyse de déroulement.
Simplement, on l'a repensé parce que la notion de valeur par type d'étape est différente sur une organisation TELED d'une organisation en flux tendu. C'est-à-dire que le stockage n'est plus un gaspillage. Au contraire, le stockage, ça représente de la valeur. Donc, on va commencer par inventorier les opérations de production et énergie en utilisant une méthode d'analyse de déroulement qui est un grand classique du lean management dans l'industrie. Ensuite, on va pouvoir cartographier les flux de production et d'information de l'entreprise, donc flux d'informations qui permettent d'ordonnancer la production, tout simplement. On reprend un outil classique dans l'industrie qui s'appelle la VSM ou Value Stream Mapping. Simplement, on y intègre le facteur énergie dedans et donc il y a plusieurs modifications pour arriver à ça. Troisième étape, on va planifier les tâches énergivores lorsque l'énergie est disponible ou moins chère. Donc, on a identifié les tâches énergivores, là, les étoiles rouges que vous voyez sur le dessin. Et on va voir à quel endroit on doit créer des stocks tampons et comment on va les dimensionner en fonction de nos flux d'informations qui servent à la planifier. Et dernière étape, on va pouvoir dimensionner les stocks pour compenser l'intermittence de l'énergie. Donc évidemment, on va augmenter les stocks par rapport à une organisation en flux tendu. Alors, je vais terminer, moi, là-dessus. C'est un petit tableau qui est la conclusion d'une étude qu'on a fait sur un des produits néolocaux, qui est l'éveil du résistant, pour ceux qui connaissent, qui est un équivalent du café, mais à partir de graines locales. C'est un produit de chez Néolocaux. Et en fait, le flux de production chez Néolocaux est très, très similaire au flux de production des torréfacteurs qui font de la torréfaction de café en Normandie. Donc, on a comparé avec une activité semi-industrielle de torréfaction de café classique au gaz en Normandie. Alors, je ne peux pas détailler ici l'étude. On le fera dans la formation du 26 septembre pour les gens qui s'inscriront. Mais je peux vous donner les résultats là, ici. Vous voyez que la différence en termes d'empreinte carbone, alors sur les scopes 1 et 2, hein, pour les spécialistes, on n'a pas intégré ici le scope 3, mais ça aurait assez peu d'intérêt de raisonner avec un scope 3 pour comparer. Mais sur scope 1 et 2, on a quand même une réduction d'empreinte carbone, une division par 50, à peu près. En revanche, on voit qu'en termes de dimensionnement des stocks, quand on intègre les stocks de produits bruts avant la fabrication, les stocks de produits en cours de fabrication et les stocks de produits finis, on additionne tout ça, on va dire que l'industriel qui fonctionne, enfin l'industriel classique, a environ 70 jours de couverture des besoins de ses clients à tout niveau de stock. Alors que chez Néolocaux, on va avoir de l'ordre de 230 jours de stock. Ça veut dire qu'on a quand même 3 fois plus de stock chez Néolocaux que chez l'industriel. Alors évidemment, dans un raisonnement industriel tel qu'on l'apprend aujourd'hui à l'école ou en école de commerce, c'est le stock, ça coûte. C'est du gaspillage. Le stock, ça coûte. Alors ça, c'est vrai quand on n'intègre pas le coût de l'énergie ou qu'on ne l'a pas intégré comme facteur dans le calcul. Parce que quand on regarde, qu'on ramène au prix, au coût d'énergie par kilo de produit torréfié chez le torréfacteur classique au gaz, on se rend compte que son coût d'énergie au kilo est 10 fois supérieur au coût d'énergie au kilo chez Néolocaux, pour des process vraiment très similaires. En revanche, la contrepartie, c'est d'avoir 3 fois plus de stock. Alors, quand on fait un calcul, une projection financière en utilisant, en posant une hypothèse qui est qu'on va financer 80% du stock par de l'emprunt bancaire, et donc avec un taux qu'on a pris dans les données de la Banque de France sur les taux d'emprunt pour financer du BFR, du besoin en fonds de roulement pour les industriels. Bref, on se rend compte que même si on part du financement bancaire pour avoir ce stock, ça va coûter 3 fois plus cher chez Néolocaux que chez l'industriel. Mais comme l'énergie coûte 10 fois moins cher, si on fait la somme des deux, en fait, c'est beaucoup moins cher
sur l'exemple de la torréfaction, et j'insiste, c'est sur le métier de la torréfaction, c'est beaucoup moins cher de payer du stock et donc d'investir dans du stock plutôt que de payer de l'énergie chère. Et ça, on a appelé ça le point de bascule TELED. Donc la méthode TELED, elle permet aux entreprises d'identifier quand investir dans les procédés de production exploitant une énergie intermittente en déterminant le point de bascule économique à partir duquel il faut commencer à financer du stock plutôt que de subir les variations sur les coûts de l'énergie. Puisque là, en plus, on a pris des coûts de l'énergie fixes, ce qui est évidemment pas le cas dans le monde réel. Alors, dans certains cas, on va avoir un point de bascule, comme sur le cas de la torréfaction, qui est passé depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est évident que ça vaut le coup de torréfier. Là, c'est à la concentration solaire chez Arnaud, mais en tout cas avec une énergie gratuite, même quitte à faire 3 fois plus de stock, ça vaut le coup dans la torréfaction. Dans d'autres applications, ce ne sera peut-être pas le cas. Peut-être qu'on va être à peu près à des coûts équivalents. Et donc, le point de bascule est à peu près maintenant. Peut-être que dans d'autres applications, on va avoir un plan de bascule qui sera dans plusieurs années. Simplement, c'est toujours intéressant pour un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise de savoir que le point de bascule sera dans plusieurs années parce que les investissements en prévision de ce point de bascule, ils se font maintenant si le point de bascule est dans 5 ans ou 8 ans, tout simplement. Alors, il est déjà 13h07. On va terminer là en vous disant et en vous invitant évidemment à notre prochaine formation TELED qui aura lieu à Saint-Étienne-du-Rouvray à côté de Rouen, accessible en métro depuis la gare. Donc c'est une formation d'une journée complète qui sera rythmée par du partage d'expériences et de bonnes pratiques, un atelier sur un cas pratique depuis l'état initial jusqu'à la mise en œuvre d'une organisation TELED, donc comment on transforme complètement un métier avec le dimensionnement des stocks, les calculs des gains sur les émissions de gaz à effet de serre, un bilan économique et comment on détermine ce fameux point de bascule économique pour faire adhérer une direction d'entreprise dans les cas des entreprises un peu plus industrielles. Évidemment, des temps d'échange pour réfléchir à la mise en œuvre de TELED dans vos organisations et par métier. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat. On a encore, euh, on a encore 10 petites minutes pour y répondre. Mais peut-être qu'il y a besoin de réfléchir à tout Alors, ça. vous pouvez poser les questions dans le chat, allez-y. Pensez-vous que votre méthode pourra être adaptable à l'industrie du verre dans la vallée de la Brelle? Alors là, oui, clairement oui, on est sur un produit non périssable, avec en plus des forts impacts Si on prend une unité qui serait le prix au kilo du verre, c'est peut-être pas la bonne unité, mais je pense à celle-là, il est clair que les fluctuations enfin, liées au cours sur les marchés du gaz ont des gros impacts sur le prix au kilo du verre fini. Donc, arriver à produire plus quand l'énergie est moins chère et produire moins quand l'énergie est plus chère, c'est clair qu'il y a des gros enjeux économiques derrière. Et puis, là, je parle que de coûts. Mais je vais prendre un exemple, j'en profite maintenant, puisque là, on est quand même sur l'industrie lourde. Hein, le verre dans la vallée de la Brelle, en Normandie, c'est de la grosse industrie. Je vais prendre un exemple en Chine, début 2021. Il y a eu des délestages tournants dans plusieurs provinces en Chine, parce que la capacité alors, du réseau électrique, là, pour le coup, était inférieure à la demande. Bon, la Chine a cette capacité à organiser rapidement et de façon stricte les règles, tout simplement, qui fait que les industriels de plusieurs provinces se sont retrouvés à pouvoir produire seulement 3 jours par semaine, et ça pendant plusieurs semaines. Et puis, ils passaient le relais à l'industriel voisin qui, à son tour, pouvait produire 3 jours, etc. Et ils se sont retrouvés, en fait, sur une énergie qui était l'électricité, mais ça pourrait s'appliquer sur le gaz, face à une énergie intermittente et discontinue. Et ils ont compensé ça uniquement par le stock. Simplement, comme c'était pas anticipé, et ben ça a eu des conséquences internationales lourdes comme la crise des semi-conducteurs. Alors, c'est pas la seule cause, mais c'est un des ingrédients de cette crise des semi-conducteurs qu'on a connue en 2021-2022.
Je rebondis là-dessus aussi. C'est ce qui est intéressant, par exemple, dans l'industrie du verre, comme dans d'autres industries qui peuvent être un peu plus lourdes, etc. C'est intéressant d'étudier la question vraiment parce que, euh, en fait, le fait d'intégrer cette organisation sur les variabilités d'accès à l'énergie, même si ce n'est que par rapport au prix, sans changer dans un premier temps d'énergie, ça permet de construire des entreprises qui intègrent la variabilité d'accès à l'énergie. Et du coup, ça rend ces entreprises plus facilement compatibles avec des énergies décarbonées. Par exemple, une industrie de verrerie qui commencerait à intégrer ce genre d'organisation, la marge serait beaucoup moins haute pour commencer à intégrer des énergies décarbonées dans son process. Alors, il y a une question là, qui c'est une question pour Oui. Néoloco, mais je vais plutôt répondre en tant que client, ça aura plus de poids. Donc, pour les denrées périssables comme la boulangerie, le stock n'est pas la solution. Comment les clients acceptent de ne pas avoir de pain parce qu'il n'y a pas de Ouais. soleil? Donc là, moi, je ne travaille pas chez Néoloco, par contre, je suis client puisque je ne mange quasiment que du pain de Néoloco. Et simplement, le pain de Néoloco, c'est du pain au levain de très bonne qualité. C'est que des pains d'1 kilo et donc des pains de conservation qui se conservent une semaine à 10 jours sans problème. Ça veut dire que même en Normandie, une semaine complète sans voir un rayon de soleil, c'est quoi? C'est 1 à 3 semaines par an, je crois, sur les Alors, dernières années. l'année fait pas l'autre, mais je sais que sur le premier hiver, on l'avait fait, on faisait vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'on produisait le pain le jour le plus ensoleillé, parce qu'il n'y avait pas d'autre four. Il y a 2 semaines d'hiver, on n'a pas pu faire de pain. Après, il y a des hivers qui sont moins favorables, etc. Euh, mais il y a plusieurs choses. Par exemple, euh, il y a le fait il faut avoir un mode de fonctionnement. Les clients, nous, tous les pains sont commandés à l'avance. Donc les gens savent quand est-ce qu'on va fabriquer de pain avant de le commander. Ça, c'est une chose. Euh, donc ça, c'est l'adaptation, si vous voulez, simplement à la contrainte météorologique. Et ça se passe vraiment bien. On n'avait pas eu de souci avec ça. Et après, il y a une deuxième adaptation, un deuxième niveau d'adaptation, c'est ce qu'on va produire avec. Par exemple, ce qui serait intéressant sur la boulangerie, c'est de se mettre à faire du pain, mais aussi des biscottes et, par exemple, du pain d'épices. Redonner du sens à ces produits-là. Il y a une remarque qu'on nous fait souvent, c'est par exemple quand il fait pas beau, on mange des biscottes. En fait, c'est super malin comme remarque parce que oui, c'est ça qu'il faudrait faire si on voulait aller pousser au bout de la solution. Le pain d'épices, par exemple, c'est un pain de conservation. Quelque part, ça n'a pas de sens de faire du pain d'épices en novembre pour le manger à Noël. On pourrait très bien utiliser les jours qui sont trop nombreux de soleil en été ou au printemps, là, par exemple en ce moment, on n'utilise pas le four tous les jours, pour faire les pains d'épices pour Noël. Ça, ce serait de la boulangerie. Voilà. Et c'est pas là, il y a rien de technique là-dedans. C'est simplement un autre modèle économique, un autre chose. Mais à la fin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait du pain d'épices pour Noël, qu'il y ait du pain régulièrement pour les gens. Et ça, on a vraiment un bon retour, une bonne acceptabilité là-dessus. Mais on a cherché. Voilà, on n'a pas du tout essayé de s'inspirer de ce qui se faisait dans la boulangerie classique là-dessus. Alors, je vais répondre à la question suivante qui est, dans votre modèle, avez-vous évalué le coût de stockage des produits finis? Alors ça, c'est un point très important quand on calcule le point de bascule économique. Évidemment, il faut intégrer les coûts de stockage. Là, ils sont extrêmement variables d'une activité à l'autre. Donc, même pour un même métier, d'une localisation à l'autre, les coûts de stockage en région parisienne, par exemple, ne sont pas les mêmes que dans l'Orne. Donc oui, il faut intégrer évidemment ces coûts de stockage de produits finis. L'important, c'est d'arriver à calculer ce point de bascule économique. Donc c'est clair qu'il faut intégrer tous les facteurs de coût pour le calculer, et le coût de stockage de produits finis en fait partie. Dans le secteur agricole nécessitant des engins de forte puissance à des périodes hivernales notamment, comment envisager la méthode TELED? Est-ce que tu as une idée, Arnaud, sur Pardon? les engins agricoles? Nécessitant des engins de forte puissance à des périodes hivernales, notamment, comment envisager peut-être euh, Alors, je me rends pas compte de quel type d'agriculture déjà. Ça, c'est parce que du coup, là, ce que j'ai dit tout à l'heure sur les produits périssables, je pense que ça peut. Alors, sur l'agriculture, il faut qu'on s'adapte à une variabilité dans le temps, etc. Euh, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut commencer par re-questionner les pratiques. Par exemple, sur la boulangerie, on n'a pas seulement re-questionné la partie cuisson, on a tout remis à plat. Et du coup, dans l'agriculture, je pense que c'est typiquement ce qu'il faut faire. Les produits alimentaires, c'est quand même globalement des produits qui sont pas de conservation.
La preuve, c'est que si vous êtes obligé d'y aller en hiver, il y a bien une raison. C'est que sinon, ça se met à pourrir ou ce genre de choses. Et du coup, l'approche serait plutôt sur la remise à plat des pratiques. Est-ce qu'il y a il y a des techniques alternatives qui permettent d'avoir une flexibilité sur le moment où on doit faire passer les machines, par exemple? Voilà, ce genre de choses. Est-ce qu'on fait la culture qui est la plus adaptée à l'endroit, etc., etc. On a une question de Bastien Gary sur le photovoltaïque et un point assez précis de vie. Donc, il faut nous contacter par LinkedIn, Arnaud ou moi, peu importe, mais Bastien, contacte-nous et on en discute. Euh, Votre formation est-elle adaptée à des projets d'entreprise en cours de création? Si oui, faut-il un niveau d'avancement spécifique pour que la formation soit pertinente? Il n'y a pas besoin de niveau d'avancement spécifique. Et au contraire, ça peut être intéressant de le faire très en amont pour dimensionner ton organisation de production suivant tes besoins énergétiques. Et donc, on peut intégrer ce facteur-là au plus tôt, voire même dans un business plan. Euh, Peut-on envisager une coopérative locale de cuisson-torréfaction avec un four solaire et un partage des plages d'utilisation? Ça, c'est une question. On va être obligé de bientôt mettre fin là au webinaire. C'est une question à poser à Arnaud en message privé sur Oui, LinkedIn et donc Pascal de VGKex Normandie. Il faut échanger avec Arnaud en direct sur le sujet, hein. oui, voilà, là on parle vraiment de l'organisation d'entreprise et sur la partie néolocaux, on peut en parler à côté. Et puis, euh, et puis les gens qui auraient un projet similaire à néolocaux, enfin, contacter Lightfire pour ce qu'il s'agit du four, si c'est le four qui intéresse. Là, on parle pas, on parle vraiment d'organisation qui peut s'adapter à tout ce qui est intermittent dans l'énergie. Alors, Peu on va importe. s'arrêter sur la dernière question qui est envisagez-vous de créer une fédération? Donc, l'idée, enfin, ce qu'on souhaite avec Arnaud, là, on a déjà créé un collectif qui s'appelle TELED. Ce qu'on souhaite, c'est former des gens qui seront en capacité ensuite de former partout sur le territoire et au-delà. Nous, notre territoire, c'est globalement la Normandie. Bon, après, on sait prendre le train aussi, mais on n'a pas prévu d'animer des formations TELED partout en France à plein temps. Donc, on cherche des gens pour animer des formations et diffuser cette méthode TELED. Donc, pour ça, venez, inscrivez-vous à la formation à Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 septembre. Vous trouverez un lien dans nos différents posts TELED sur LinkedIn. Inscrivez-vous, venez nous rencontrer et on en discute. Et l'idée, c'est de faire grandir la connaissance autour de ça, parce que au fur et à mesure où il y aura des projets et des entreprises qui iront vers cette démarche et qui seront accompagnées pour ça, avec les retours de terrain, il y aura de plus en plus euh, de retours sur la manière dont ça se passe dans les différents secteurs d'activité. Et l'idée, c'est de pouvoir, du coup, que ce collectif puisse avoir un échange d'expériences pour qu'il y ait un socle commun de connaissances et vraiment de structurer le concept, quoi, pour donner des, des, des directions claires aux personnes qui veulent soit décarboner leur activité ou au moins la rendre compatible avec le nouveau modèle énergétique qui est en train d'émerger, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'énergie absolument quand on veut, quand on se projette dans les décennies qui arrivent, quoi. Alors, on va s'arrêter là. Euh, En vous disant merci à toutes et à tous. Bon, là, il reste 36 participants, on est monté à 50. Donc, c'est très encourageant pour nous. On espère vraiment transformer l'essai en vous voyant en vrai à Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 septembre. Bah, ensuite, on renouvellera l'expérience. Merci beaucoup et bon après-midi. Au revoir, Au merci. revoir.